No. Why not? Well, I hadn't thought about it. No. Yes. No. Yes. Le duc, le conspirateur, l'auteur, le sage. Voilà les 4 personnages à qui j'ai consacré des essais, en l'occurrence Saint-Simon, Guy Debord, Laurence Sterne et Andy Warhol. A priori, quel rapport entre les 4? Aucun. Néanmoins, rétrospectivement, on peut trouver des lignes de force, tant sur le fond que sur la forme, qui lient ces 4 personnages dans ce que je pourrais appeler modestement une tétralogie. Sur le fond, il ne s'agit pas d'auteurs professionnels. Saint-Simon, c'est un aristocrate, un duc, on l'aurait bien fait rire en lui disant qu'il était un écrivain. Guy Debord, c'est surtout un théoricien et c'est quelqu'un qui s'est surtout intéressé à fonder l'international situationniste et à essayer de créer une situation révolutionnaire. Laurence Sterne, ça a été longtemps un ecclésiastique, un curé de campagne qui est venu à la carrière littéraire sur le tard et brièvement. Quant à Andy Warhol, bon, c'est l'artiste multimédia et polymorphe qu'on connaît, mais enfin, personne n'aurait pensé qu'il pouvait être un écrivain ou qu'il avait une parole. Donc en fait, ce qui lie ces 4 personnages, c'est pas du tout le fait qu'ils soient des écrivains, c'est le fait qu'ils soient des penseurs, qu'ils soient des artistes, qu'ils aient une esthétique et qu'ils aient un rapport très précis à la vérité de leur temps. On y reviendra. Sur le fond, j'ai toujours voulu que l'essai soit vraiment une forme d'un art littéraire à part entière, qu'il ne soit pas réduit à ses succès d'année journalistiques ou universitaires. Et j'ai toujours pensé que Lukács avait raison, à savoir que ce qui lie l'art et l'essai, c'est le concept de forme. Donc sur la forme, voilà 4 dispositifs extrêmement différents. Dans le cas de Saint-Simon, un essai assez classique, des chapitres thématiques, d'un essai littéraire, voilà, disons plus traditionnel. Dans le cas de Guy Debord, des fragments, car cet essai a été écrit après la mort de Debord et j'ai trouvé que c'était bien prétentieux de vouloir faire une récapitulation globale ou quelque chose de trop systémique, donc le fragment qui préserve la mélancolie de Debord. Dans le cas de Laurence Sterne, un dispositif beaucoup plus sophistiqué, à la fois typographiquement, c'est-à-dire formellement, et aussi dans le genre qui irrigue cet essai, puisqu'il mêle le récit autobiographique, la fiction, l'herméneutique, la biographie, et qu'il s'organise autour de jeux typographiques avec des photos un peu à l'image de ce qu'a fait lui-même Laurence Sterne dans Tristram Shandy, puisqu'il a innové sur le plan aussi typographique, mis des pages noires, des pages marbrées, et s'est beaucoup amusé. Quant à Andy Warhol, évidemment, c'est un essai graphique, car nous avons là affaire à un artiste qui certes a une parole qui est mise en valeur du point de vue typographique, mais il y a aussi de la couleur, quelque chose qui rappelle le pop, qui rappelle la tonicité de cette époque des années 60 et 70, avec des grands aplats orange, et aussi des documents photographiques. Sur le plan d'écriture, il fallait aussi adapter, je pense, le style aux cas de figure en question, car on est beaucoup amené à citer quand on écrit un essai, et on ne peut pas avoir un style qui décroche par rapport à celui des individus qu'on cite, qui ont souvent eux-mêmes quelque chose de très spécifique. Donc dans le cas de Saint-Simon, voilà une écriture quand même plutôt baroque qui se moule sur les longues périodes et les longues phrases de Saint-Simon, y compris sur le plan syntaxique. Dans le cas de Guy Debord, on a une écriture comme ça beaucoup plus hautaine, car Guy Debord est quelqu'un qui écrit avec une hauteur et un style tout à fait aristocratique qu'il moule lui-même sur le style du XVIIe siècle. Dans le cas de Laurence Sterne, on a une écriture beaucoup plus ludique, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus humoristique. Et dans le cas d'Andy Warhol, on a quelque chose de beaucoup plus neutre, puisque la neutralité est un des enjeux de l'œuvre. Ce qui est intéressant dans la littérature, ce qui est intéressant dans la pensée, c'est le rapport à la vérité. Il me semble évidemment que la vérité peut passer évidemment par les formes romanesques de haut style, mais elle passe aussi autrement par des gens qui ne sont pas forcément des romanciers. Dans le cas de ces 4 personnages, il y a forcément un rapport très spécifique à une vérité qui est à la fois physique, historique et métaphysique. Physique, pourquoi? Parce que, on oublie toujours ça, mais les écrivains ont des corps, ils ont des corps souvent très singuliers, ils sont des exceptions, ils sont des singularités vivantes. Et cette affaire de corps doit être présente. Elle est présente dans mon travail, elle est présente en ce qui concerne Saint-Simon, une espèce de petit corps nerveux doté d'une énergie ressentimentale extrêmement grande, extrêmement vive. Bon, le cas de Debord, c'est peut-être le cas du corps le moins intéressant, c'est un corps d'alcoolique un peu plus lymphatique. Ceci étant, nous avons sa voix, il est le seul dont nous avons la voix avec Andy Warhol. Laurence Sterne, un corps passionnant, très grand, très maigre, extrêmement vif aussi, un peu un corps voltairien, toujours malade mais paradoxalement bourré de santé.
Quant au corps d'Andy Warhol, c'est le plus bizarre de tous. C'est un corps spectral, avec une sexualité problématique, un peu passif, et qui néanmoins est d'une opacité grande, et c'est ça qui lui permet cette neutralité. Donc une vérité physique, une vérité historique. Il est clair que si on prend les quatre, ils ont tous un rapport très problématique et très pointu avec un rapport qui concernerait le bien et le mal, le vrai et le faux, la falsification du réel. On remarque qu'ils appartiennent tous à des siècles assez différents. 17e siècle, 18e siècle, 20e siècle. Donc en fait, ce qui les rassemble, ce n'est pas les siècles auxquels ils appartiennent, mais c'est le siècle qu'ils excluent. Et qu'est-ce qu'ils excluent comme siècle? Le 19e siècle. Le 19e siècle est donc le siècle exclu de mon champ. En fait, c'est le siècle qui est selon moi le moins révolutionnaire, le moins libre et le plus bourgeois. Et donc à ce propos, on pourrait dire aussi que ces quatre personnages, indépendamment de toute question littéralement de classe, en fait mettent en œuvre un principe d'aristocratie, une pensée aristocratique, à savoir une méfiance vis-à-vis du groupe, du nombre, et une forte individualité. Je pense que ça m'est très proche, ça me parle. Il y a une forme d'anarchie chez eux, il y a une forme de... Ce sont des irréductibles à la chose politique, même si Guy Debord a été un idéologue et un révolutionnaire. Et même si Saint-Simon aurait sans doute détesté la Révolution française, de toute façon, sa passion de la vérité est tellement forte qu'il dit des choses extrêmement désagréables sur la monarchie de son temps. Donc une pensée aristocratique et une pensée quasi anarchique. Alors pourquoi me direz-vous avoir consacré des essais à ces personnages et pas à d'autres? Eh bien, il faut selon moi deux critères fondamentaux. Le premier critère, c'est qu'il y a un vide, soit éditorial, soit interprétatif, souvent les deux. En l'occurrence, dans le cas de Saint-Simon, voilà un auteur complètement momifié depuis des siècles dans les pages scolaires, avec pas grand-chose de contemporain écrit. Dans le cas de Debord, dans le cas de Debord, c'est simple, c'est-à-dire que c'est un auteur dont on n'a pas assez souligné le dandysme, sur lequel on s'est beaucoup intéressé, mais du point de vue idéologique et du point de vue historique, et pas du tout du point de vue de son rapport à la langue française ou de son rapport à l'histoire littéraire française. Et ça me semblait fondamental. Dans le cas de Laurence Sterne, alors là, il y avait un désert total, il n'y avait rien, il n'y avait aucune biographie, aucun essai. Moi, quand j'ai voulu m'y suis intéressé, c'est parce que j'avais lu Tristram Shandy et que j'ai voulu m'intéresser à cet auteur, il n'existait rien sur lui. Sinon, une grosse thèse qui avait disparu des rayons des libraires. Quant à Andy Warhol, bon, c'est clair, on croule sous les visuels d'Andy Warhol, mais est-ce qu'on a vraiment en main les livres d'Andy Warhol? Ce qu'il a publié, signé de son nom, avec toute une série effectivement de propos, que ce soit des propos de mémoire ou des propos philosophiques, même ludiques, son journal qu'on a eu très tard, non. Donc là, vide éditorial. Quant à la deuxième raison, il faut que ces personnages fassent fortement signe vers nous. Il faut qu'ils évoquent quelque chose de contemporain et il faut qu'ils permettent de comprendre le temps dans lequel nous vivons. Donc à l'époque de Saint-Simon, 1994, date de parution, on était en pleine décomposition courtisane du mitterrandisme et dans quelque chose de complètement frelaté au niveau de la société de cour, disons, républicaine. Mon choix de Saint-Simon, en fait, est lié à une expérience beaucoup plus personnelle, en fait. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, qui était mon premier livre, je venais d'avoir une expérience dans des cabinets ministériels qui avait été assez traumatisante. En fait, je pense que cet essai sur Saint-Simon m'a permis de l'exorciser. Alors certes, j'aurais pu écrire un roman satirique ou un roman voilà, à clé, faire comme tout le monde. Et non, en fait, j'ai préféré écrire un essai, quoique j'ai commencé par écrire un roman. Mais il m'est apparu très vite en fait, que la figure de Saint-Simon m'intéressait davantage que celle de personnage romanesque en question, qui était censé être un spécialiste de la question. Et donc, j'ai choisi d'exorciser vraiment comme une catharsis ce qui a été cette expérience dans les années du pouvoir. Dans le cas de Guy Debord, on pouvait voir, puisqu'il est mort en 1994, comment sa dimension prophétique quant à la société du spectacle était en train de se révéler de façon tout à fait foudroyante avec l'avènement du numérique et un raisonnement comme ça technique qu'il avait évidemment prévu et les incidences que ça pouvait avoir sur la langue française. C'est pour ça que c'est un livre qui s'intéresse énormément à cette langue qui est inventée à ce moment-là. Dans le cas de Laurence Sterne, j'avais envie, à travers cette affaire et l'affaire Tristram Shandy, de mettre l'accent sur ce qu'était l'autofiction, et ce qui était surtout ce qu'on appelle le roman familial ou ombilical qui pullule sous nos latitudes. Et je voulais montrer en quoi Laurence Sterne avait en fait dynamité et subverti cette affaire du roman familial. Quant au cas d'Andy Warhol, c'est très simple. Nous vivons dans des paramètres warholiens qui sont extrêmement durcis depuis sa mort il y a 20 ans. Je pense au Capital, je pense
ce qu'on appelle le glamour ou ce qu'on appelle la célébrité, qui se sont complètement planétarisés. Et donc il me semblait que réinterroger la figure de Warhol permettait de comprendre un peu ce qui se passait au niveau planétaire contemporain. J'ai déjà évoqué la notion de subversion. Je pense que mes 4 personnages sont des guerriers. C'est ce que j'appelle l'art de la guerre. L'art de la guerre contre quoi? Contre ce qui reproduit la règle, ce qui reproduit le préjugé, ce qui reproduit la croyance commune, à savoir le social, la famille et les croyances qui y sont associées, notamment la mort. Ils avancent masqués, ça c'est un point fondamental. Peut-être que moi-même aussi j'avance masqué derrière ces personnages pour faire passer un certain nombre de choses. Ils avancent masqués avec des stratégies très spécifiques. Alors prenons les 2 plus obscurs, les 2 plus clandestins des 4, à savoir Saint-Simon et Debord. Saint-Simon, certes, il ne remet pas en cause la famille, c'est un principe d'identification qui est très fort à son époque, et en plus, quand on est un aristocrate, on ne va pas s'amuser à dézinguer son nom ou sa lignée ou sa généalogie, mais en fait, c'est une machine de guerre lancée contre la société de cour, et avec 2 stratégies très puissantes. Une première stratégie qui est la clandestinité. Saint-Simon, c'est toute sa vie planqué pour écrire. Contrairement à ce qu'on a dit, il ne s'est pas du tout mis à écrire dans le calme de sa retraite, une fois qu'il était déchargé de toutes ses obligations courtisanes. Dès le début, à 19 ans, il décide d'écrire ses mémoires en secret pour dire la vérité de son temps. Donc, stratégie de clandestinité. Deuxième stratégie sublime qui couronne en fait la véracité de son écriture, c'est la stratégie de publication posthume. Dans le cas de Guy Debord, c'est aussi très clair, puisque Guy Debord est le seul, disait-il, à avoir une notoriété antispectaculaire, à savoir qu'il n'est apparu jamais dans le cirque médiatique, dans la société médiatique, qu'il a diffusé des photos de lui au moment et quand il le voulait, qu'il a laissé aussi percer des enregistrements de sa voix, mais qu'il a totalement maîtrisé. Et donc là aussi, clandestinité très forte du révolutionnaire qui était Debord, qui avance masqué avec des publications choisies et distillées au fil du temps. Autre stratégie de Debord, le fait de n'avoir jamais travaillé, de n'avoir jamais accepté d'occuper un travail salarié, un travail fixe, d'avoir eu recours à des mécènes et aussi d'avoir vécu à l'étranger. Donc il y a une forme d'insaisissabilité de la figure de Debord que je trouve très intéressante dans cette entreprise subversive. Donc concernant l'art de la guerre, si on a vu que Saint-Simon et Guy Debord étaient plutôt engagés sur la subversion sociale que sur la subversion familiale, ce qui m'intéresse dans les 2 autres cas, c'est qu'il y a à la fois cette subversion sociale et cette subversion familiale. Alors, 2 individus surexposés, puisqu'en fait, quand Laurent Sterne décide de devenir écrivain, il n'est pas question d'être un martyr, il est question d'être célèbre, de vendre des livres, d'avoir la critique, d'avoir les lecteurs, d'avoir la société de cour, d'avoir la totale. C'est-à-dire que c'est le paradigme de l'écrivain heureux à qui il arrive tout ce qu'il a souhaité et désiré. C'est une intelligence très active, et c'est pas parce qu'il est en pleine lumière qu'il n'y a pas là encore des stratégies et de la dissimulation et de la duplicité. Dans le cas de Laurent Sterne, il y a la volonté de dynamiter, alors vraiment ce qui est le noyau de la croyance humaine, c'est-à-dire la croyance en la généalogie, la croyance au familial, la croyance au biographique. Il décide de se jouer complètement de sa biographie, de la falsifier, et en même temps de l'introduire de façon à la rendre fictionnelle, en fait. C'est ça que le dispositif le plus étonnant chez Laurent Sterne, c'est par exemple le fait qu'il est un curé de campagne, qui fait des sermons, qui s'identifie à une créature qui est elle-même fictionnelle, puisqu'il s'identifie à la créature de Yorick, qui est ce squelette, en fait, dans la pièce de Shakespeare, dans la pièce Hamlet, et qu'il prend comme pseudonyme pour ses sermons Yorick, et qui va réintroduire, en fait, dans sa fiction. Et il va en fait complètement fictionnaliser sa vie. Donc là, c'est une opération magnifiquement réussie et tout à fait singulière. Dans le cas d'Andy Warhol, là encore, nous avons une très grande défiance vis-à-vis du familial. Il y a aussi une grande défiance et un grand secret vis-à-vis du biographique. Peu de gens pouvaient savoir qui était réellement Andy Warhol. Un rapport très très fort à sa mère, mais quelque chose de très matricidaire en fait. Avec sa mère. Donc ça, me semble un noyau intéressant et qui est cette volonté de se déprendre du familial. Je crois que dans mon cas, c'est extrêmement puissant, extrêmement présent. Il y a une chose qui me semble aussi fondamentale, c'est qu'il est extrêmement nocif et dangereux pour un écrivain d'être marginalisé
d'être martyrisé. Donc ce que je trouve intéressant, c'est d'être à la fois au centre du théâtre social, et il faut l'être quand on est un écrivain, il faut publier, il faut exister, il n'est pas question de se laisser marginaliser ou de se laisser martyriser. En revanche, ça n'empêche pas le secret, et au contraire, ça doit permettre de renforcer fondamentalement le secret. C'est-à-dire qu'on peut apparaître en pleine lumière, mais de toute façon, tout ce qui est de l'ordre de la passion et tout ce qui est de l'ordre de l'engagement, je pense, gît au cœur d'un secret, que ce soit l'écriture, que ce soit l'amour, que ce soit toutes les dimensions de l'intimité. Je pense que le secret est fondamental et qu'on vit dans une société de transparence ou de pseudo-transparence qui de toute façon renforce aussi l'opacité sur ce qui est le plus important. Comme disait Guy Debord, le plus important est le plus caché. Et ben, je pense que pour un écrivain, c'est la même chose, le plus important est le plus caché. Obligé de réfléchir donc à la dissimulation du familial ou au repoussoir qu'est le familial, et obligé de réfléchir aux raisons qui m'ont poussé en fait à consacrer des essais à ces 4 personnages. Je crois que je suis obligé de m'interroger sur mon propre rapport à la fiction, car si je ne m'empêche pas de fictionnaliser dans mes essais, il me semble que ma relative défiance pour le romanesque tient à ça, c'est-à-dire sans doute une crainte de trop en dévoiler sur le plan intime, car je pense avoir assez peu d'imagination comme romancière, même si j'ai déjà écrit un roman qui était totalement, alors là pour le coup imaginaire, qui est le Musée national, mais je ne pense pas avoir envie de dévoiler tout ce qu'il y aurait à dévoiler d'intime et qu'on trouve en général dans le roman. Ceci étant, je ne m'interdis pas de changer d'avis. À l'avenir, mon prochain livre ne sera pas un essai. No. Why not? Well, I hadn't thought about it. No.